L'Ukraine affirme avoir touché 18 chars russes lors d'une seule opération spéciale. Un chiffre pareil suffit à attirer l'attention, mais l'essentiel se trouve ailleurs, dans la manière dont ces blindés ont été amenés jusqu'à leur perte. Selon des sources ukrainiennes, les unités de reconnaissance aérienne surveillaient depuis longtemps les itinéraires utilisés par les blindés russes. Quand les chars quittaient leur position abritée, s'engageaient sur des routes connues et se déplaçaient dans une formation repérable, ils cessaient d'être uniquement des armes offensives. Ils devenaient des cibles, en laissant une trace derrière eux. Sur le champ de bataille ukrainien, un char peut être observé avant même qu'il n'ait tiré un seul coup. Son trajet peut être enregistré par des drones. Sa vitesse, ses points d'arrêt, sa direction de repli et ses véhicules d'appui peuvent tous devenir des données exploitées pour préparer une embuscade. Derrière ce chiffre de 18 se cache une perspective bien plus large. De vastes données en source ouverte ont recensé la perte de plus de 3000 chars russes, environ 8000 véhicules de combat d'infanterie et blindés, ainsi que près d'1 millier de systèmes d'artillerie, tous documentés par des preuves visuelles. Pour Moscou, la question ne se limite pas à savoir combien de véhicules ont été touchés en une seule journée. Quand on poursuit les chars dans leur progression, on finit par frapper les dépôts de munitions situés à l'arrière du front. Les équipes de secours sont observées pendant qu'elles évacuent les véhicules endommagés et les usines s'efforcent de compenser les pertes dans l'urgence. Les blindés russes subissent ainsi une pression continue à chaque étape de leur cycle de vie sur le champ de bataille. L'Ukraine se contente-t-elle de détruire des chars russes ou frappe-t-elle tout un système qui permet à ces mêmes chars de revenir au front? C'est la question qui mérite d'être posée avant d'aller plus loin. L'attaque ukrainienne contre ces 18 chars russes semble avoir débuté par un fait simple mais révélateur. L'opération paraît avoir reposé sur la patience plutôt que sur le hasard. D'après des sources ukrainiennes, l'équipe de reconnaissance aérienne du groupe Lassar, rattachée à la garde nationale ukrainienne, a passé un long moment à observer les routes empruntées par les blindés russes avant même que l'embuscade ne commence. Ce détail compte car il montre à quel point le champ de bataille a changé. Un véhicule blindé ne se juge plus seulement par son canon, son moteur ou l'épaisseur de son blindage. Il se juge aussi par sa capacité à se déplacer sans être repéré. Selon la version ukrainienne, l'équipe du commandant Dominique a contribué à identifier le schéma de déplacement des blindés russes avant que des drones d'attaque du groupe Lassar ne collaborent avec l'artillerie ukrainienne pour frapper les objectifs. L'Ukraine affirme que 18 chars russes ont été touchés durant cette opération, un chiffre qu'il faut considérer comme une déclaration ukrainienne puisqu'il n'a pas été entièrement confirmé par des sources indépendantes. Cette prudence dans la formulation a son importance, mais la signification militaire reste claire. L'Ukraine présente cette frappe comme une opération planifiée et non comme un incident soudain sur le champ de bataille. La structure de l'attaque contient la vraie leçon. D'abord, des drones de reconnaissance ont surveillé la zone et suivi les routes que les blindés russes étaient susceptibles d'emprunter. Ensuite, des drones d'attaque sont entrés en action une fois les véhicules exposés. L'artillerie ajoutait sa puissance de feu lorsque les cibles restaient immobiles ou lorsque des frappes supplémentaires étaient nécessaires. Pour la Russie, cela pose un sérieux problème tactique. Un char est conçu pour percer les lignes, protéger son équipage et déployer une grande puissance de feu. Pourtant, ces avantages s'affaiblissent quand l'itinéraire est connu avant même que le véhicule n'atteigne la zone de combat. Si un char utilise toujours la même route, s'arrête toujours dans la même zone ou se déplace toujours avec les mêmes véhicules d'appui, il laisse un schéma reconnaissable. Une fois ce schéma lu depuis le ciel, la vitesse devient moins utile et le blindage se transforme en simple coquille autour d'une cible déjà désignée. C'est pour cela que cette opération dépasse le chiffre annoncé. Dans une telle séquence, chaque arme joue un rôle précis et le char ne fait face à aucune menace isolée. Il évolue au sein d'un système échelonné d'observation, de frappe de précision et de tir indirect. Les véhicules lourds doivent désormais survivre à la surveillance des drones venus du ciel, à l'artillerie qui attend ses coordonnées, aux opérateurs qui étudient les habitudes de déplacement et à des zones d'embuscade préparées avant même que le premier coup ne soit tiré. Ce que rapporte cette opération doit donc être compris comme un avertissement sur le déplacement même des véhicules blindés. Quand un itinéraire devient prévisible, le véhicule qui l'emprunte peut devenir vulnérable avant que la bataille n'ait vraiment commencé. Ce même schéma devient encore plus visible quand les combats se déplacent vers Sloviansk, où l'Ukraine utilise drones et artillerie non seulement contre des chars isolés, mais contre l'ensemble du système mécanisé russe. La stratégie observée à Sloviansk montre que cette campagne ukrainienne de drones et d'artillerie devient une méthode habituelle sur le terrain, et non une frappe isolée. Après l'opération du groupe Lassar, des unités de drones ukrainiennes appartenant à la 81e brigade d'assaut aérien et au 7e corps d'assaut aérien ont annoncé une nouvelle série de frappes suivant le même schéma général. Elles ont revendiqué la destruction de 2 chars russes et d'un dépôt de munitions dans la zone de Sloviansk.
Ce chiffre est plus modeste que celui évoqué précédemment, mais sa portée est significative car il indique une continuité. L'Ukraine cherche à maintenir la pression sur les blindés russes après une première frappe, avant que les unités endommagées ne puissent être réparées ou remplacées sur le front. Ce secteur devient alors bien plus qu'un simple lieu de perte ponctuelle. Il se transforme en test permanent pour vérifier si les unités blindées russes peuvent encore se déplacer, se ravitailler, se réparer et revenir au combat sous une surveillance constante. Ce qui se joue autour de Sloviansk s'inscrit dans un affrontement plus large portant sur le mouvement, le ravitaillement et l'accès aux positions de tir. Un char ne combat jamais seul. Il a besoin d'obus, de carburant, d'équipes de réparation, de routes sûres, d'infanterie proche et de liaisons de commandement. Quand les drones ukrainiens recherchent des cibles dans ce secteur, ils ne surveillent pas uniquement le véhicule blindé en première ligne. Ils cherchent aussi les munitions qui l'alimentent, la route qui les transporte et les véhicules de soutien qui le maintiennent opérationnel après un dommage au combat. Une frappe sur un dépôt peut réduire l'efficacité de plusieurs véhicules à la fois. Si les obus arrivent en retard, les chars tirent moins souvent. Si les points de stockage sont déplacés plus loin, les camions de ravitaillement doivent parcourir des distances plus longues. Si les commandants craignent que leur dépôt soit surveillé, ils peuvent répartir leur stock sur des sites plus petits, ce qui ralentit les livraisons et complique leur organisation. Pour les officiers sur le terrain, ces retards de ravitaillement peuvent peser aussi lourd que des pertes directes lors d'un assaut planifié. Un autre aspect mérite l'attention, celui des efforts russes pour récupérer le matériel endommagé après des attaques mécanisées manquées. Ce détail compte, car un char endommagé ne représente pas toujours une perte totale. S'il peut être démonté, les mécaniciens peuvent réparer le moteur, remplacer les chenilles, récupérer l'optique encore utilisable ou prélever des pièces pour un autre véhicule. Dans une guerre longue, cette récupération a une vraie valeur. Elle économise du métal, des armes, des moteurs et du temps. Elle réduit aussi le besoin d'envoyer un char entièrement neuf depuis une base de stockage ou une usine de réparation. L'Ukraine a des raisons directes de viser ce processus de récupération. Un char endommagé resté près du front peut devenir un piège pour ceux qui viennent le récupérer. Les véhicules de dépannage doivent avancer lentement, souvent sur des routes exposées, et parfois s'arrêter dans des zones déjà cartographiées par des drones. Les équipes de réparation, les véhicules de remorquage et les unités d'escorte peuvent alors devenir de nouvelles cibles. Chaque tentative de récupération peut révéler un maillon supplémentaire de la chaîne logistique, ce qui est précisément ce que la surveillance ukrainienne cherche à exposer. L'activité observée autour de Sloviansk doit donc se comprendre comme une campagne contre l'ensemble du système mécanisé russe et non comme un simple décompte de véhicules calcinés. L'Ukraine cherche à faire payer le prix maximal pour chaque tentative d'attaque avortée. D'abord, les blindés russes entrent dans une zone surveillée. Ensuite, drones et artillerie ukrainiens frappent les véhicules ou les points de ravitaillement voisins. Puis, les unités de récupération peuvent se retrouver exposées à la même surveillance et au même danger. Il en résulte un cycle de pertes prolongées où les dommages du premier affrontement continuent de s'aggraver dans les heures ou les jours suivants. Ce schéma modifie aussi la pression qui pèse sur les commandants russes. Pour continuer à attaquer près de Sloviansk, ils ont toujours besoin de chars, d'artillerie, de drones, d'infanterie et de véhicules de soutien sur place. Mais chaque élément supplémentaire engendre plus de mouvements, plus de trafic radio, plus de convois logistiques et donc plus de cibles potentielles pour les drones ukrainiens. Plus la Russie tente de maintenir cette pression, plus son réseau de soutien devient visible. Cette visibilité mène directement au problème suivant. Un système d'attaque russe de grande ampleur est plus difficile à dissimuler quand l'Ukraine surveille de près les routes, les dépôts et les itinéraires de récupération environnants. La pression russe autour de Sloviansk doit être comprise comme un système d'attaque complet et non comme une simple série de mouvements blindés isolés. Selon des sources ukrainiennes, les forces russes continuent de déployer chars, artillerie, drones et unités mécanisées dans la zone. Moscou n'a pas traité les pertes rapportées comme une raison de ralentir son activité. Elle continue de chercher à maintenir la pression sur les défenseurs ukrainiens, à les pousser à consommer leurs munitions et à sonder les points faibles éventuels de la ligne. Cette méthode correspond à l'approche générale adoptée par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Les chars apportent puissance de choc et tir direct. L'artillerie tente de briser les positions et de couper les mouvements. Les drones cherchent les troupes, les véhicules et les axes de ravitaillement. Les groupes mécanisés aident à faire avancer les fantassins quand les conditions le permettent. La Russie utilise aussi les bombardements et le minage à distance pour peser sur la logistique ukrainienne. Une ligne défensive peut s'affaiblir même sans que la tranchée elle-même soit occupée. Si les routes situées derrière le front deviennent dangereuses, les munitions peuvent arriver en retard. Les camions-citernes peuvent avoir besoin de trajets plus longs. Les véhicules d'évacuation peuvent devoir attendre des moments plus sûrs. Les troupes qui se déplacent entre les positions peuvent subir des retards avant même d'atteindre le champ de bataille. Les mines, posées dans des zones reculées, aggravent la situation, car elles peuvent apparaître
apparaître sur des routes qui semblaient sûres quelques heures auparavant. Mais cette même pression peut aussi exposer le système qui se cache derrière l'attaque. Les batteries d'artillerie ont besoin de positions de tir et d'un approvisionnement en munitions. Les équipes de drones ont besoin de zones de lancement, de points de contrôle et de liaisons de communication. Les chars ont besoin de routes capables de supporter le passage de véhicules lourds. Les unités mécanisées ont besoin de ressources pour les réparations, de points de ravitaillement en carburant et de zones de rassemblement. Aucun de ces éléments ne peut fonctionner dans un silence complet. Ils génèrent du mouvement, de la chaleur, du trafic radio, des traces de véhicules et des schémas répétitifs que la surveillance aérienne peut étudier. C'est précisément là que le réseau d'observation ukrainien devient dangereux pour les forces russes. Il est peut-être plus difficile d'arrêter un char isolé qui surgit soudainement, mais un réseau logistique entier est bien plus difficile à cacher. Les camions de ravitaillement circulent sur les routes. Les équipages d'artillerie retournent vers leur zone de tir. Les équipes de drones opèrent près d'antennes, d'abris ou de véhicules. Les équipes de secours attendent près du matériel endommagé. Plus la Russie tente de maintenir la pression, plus elle doit exposer de pièces visibles sur le champ de bataille. La faiblesse ne réside pas seulement dans le fait que les véhicules russes peuvent être frappés. Le problème de fond, c'est qu'une attaque mécanisée dépend d'un enchaînement précis d'actions. Les munitions doivent arriver avant que les armes ne tirent. Le carburant doit parvenir aux véhicules avant qu'ils ne se mettent en mouvement. Les drones doivent fournir leurs informations avant que les groupes d'assaut n'avancent. Les équipes de réparation doivent maintenir suffisamment de matériel opérationnel pour la prochaine tentative. Si la surveillance ukrainienne interrompt même un seul de ces liens, l'attaque peut perdre de sa vitesse autour de Sloviansk. Cela crée une lutte entre la masse et la visibilité. La Russie tente d'apporter assez de puissance de feu et de matériel pour maintenir une pression constante. L'Ukraine tente de rendre ce matériel plus facile à détecter, plus lent à déplacer et plus coûteux à utiliser. La bataille ne se limite donc pas au moment où un drone frappe un char. Elle commence plus tôt, dès que le système qui soutient ce char se met en mouvement. Un camion qui quitte un dépôt, un canon qui prend position, une équipe de drones qui installe son matériel de contrôle, tout cela peut faire partie de la même image de cible. Dans ce contexte, chaque moyen russe supplémentaire peut renforcer la puissance de feu, mais il augmente aussi le nombre de signaux que les drones ukrainiens peuvent suivre. Vu sous cet angle, Sloviansk n'est pas seulement une lutte locale pour des routes et des positions. Cela fait partie d'un schéma d'usure plus vaste, dans lequel chars, véhicules blindés, systèmes d'artillerie et moyens de soutien russes s'érodent sur de nombreux secteurs à la fois. L'étape suivante consiste à confronter ces revendications de guerre au registre de pertes en source ouverte, car ces registres montrent comment des dommages locaux répétés peuvent se transformer en un problème d'équipement bien plus vaste pour la Russie. C'est le lien qu'il faut expliquer maintenant. L'observation prolongée de cette guerre donne à cette histoire une dimension supplémentaire, car ces 18 chars rapportés s'inscrivent dans un registre bien plus large de pertes de matériel russe. Des bases de données en source ouverte ont recensé plus de 3000 chars russes, environ 8000 véhicules de combat d'infanterie et blindés et près d'1 millier de systèmes d'artillerie perdus, tous appuyés par des preuves visuelles. Ces chiffres ne décrivent pas une seule bataille, ni un seul front. Ils montrent un long processus d'usure tout au long de la guerre. La valeur de ces registres tient à leur méthode rigoureuse. Les listes en source ouverte ne comptabilisent généralement un véhicule que lorsqu'il existe une preuve photographique ou vidéo ou lorsque la preuve publique est suffisamment solide pour classer la perte. Cela signifie que ces chiffres ne doivent pas être considérés comme l'ampleur totale des dommages subis par la Russie. Certains véhicules brûlent sans doute dans des endroits où aucun drone n'enregistre la scène. D'autres sont peut-être détruits derrière la ligne, cachés sous une couverture d'arbres ou abandonnés dans des zones qui n'apparaissent jamais en ligne. C'est pour cette raison que ces données visuelles doivent être comprises comme un plancher confirmé et non comme un plafond. Cette distinction compte. Quand une base de données confirme des milliers de pertes, elle ne montre que ce qui peut être vu et vérifié. Le chiffre réel pourrait être plus élevé, mais même le nombre confirmé suffit à démontrer la pression qui pèse sur les forces blindées russes. Un seul char détruit représente une perte tactique. La destruction ou la capture de milliers de véhicules crée un problème d'organisation entière. La Russie doit remplacer le matériel, former de nouveaux équipages, déplacer des pièces détachées, réparer d'anciennes plateformes et maintenir suffisamment de blindage près du front. Cette tâche se complique quand les pertes surviennent sur de nombreux secteurs simultanément, car les usines de réparation, le transport ferroviaire, les bases de stockage et les programmes de formation subissent tous une pression en même temps. C'est ici que cette revendication de 18 chars prend un sens différent. Isolée, elle ne déciderait pas de l'issue de la guerre. Comparée aux années de pertes blindées enregistrées, elle s'inscrit dans un schéma qui se répète. Chaque frappe réussie réduit la capacité de combat, mais crée aussi de nouvelles exigences à l'arrière. Un char incendié peut signifier la perte de l'équipage, du canon, du moteur et des systèmes optiques.
Même quand un véhicule peut être réparé, il doit être récupéré, transporté, inspecté et remis en service. Il en résulte une course permanente entre perte et récupération. La Russie dispose peut-être encore de matériel en réserve, mais du matériel stocké n'équivaut pas à du matériel prêt au combat. Les pertes accumulées touchent aussi la qualité. Un char moderne, un char réparé et un vieux véhicule sorti de réserve n'offrent pas la même valeur sur le champ de bataille. Certaines plateformes plus anciennes peuvent nécessiter une réparation du moteur, le remplacement des chenilles, des radios, un blindage ou une reconstruction complète du système de conduite de tir. D'autres reviennent avec des capteurs plus faibles ou une électronique moins fiable. Le nombre de véhicules peut rester élevé, mais la qualité devient inégale, ce qui compte énormément sur un champ de bataille surveillé par des drones. Un char équipé d'un système d'observation moins performant détecte les menaces plus tard. Un véhicule aux communications défaillantes a du mal à se coordonner avec l'infanterie. Une plateforme sortie précipitamment du stockage peut tomber en panne avant même d'atteindre sa position. Ces problèmes n'apparaissent pas toujours comme des pertes sur une carte, mais ils déterminent combien de temps une armée peut soutenir son offensive. Ainsi, ce suivi prolongé du conflit transforme des rapports locaux en un avertissement bien plus large. La Russie ne perd pas seulement des véhicules dans des incidents isolés. Elle fait face à un fardeau matériel qui s'étend du front jusqu'aux dépôts et aux usines de réparation. La question suivante est de savoir si Moscou pourra combler ses pertes assez vite et si la nouvelle force conservera la même qualité. L'industrie de défense russe n'a pas cessé de fonctionner et ce point doit être clair. Moscou peut encore produire, réparer et remettre en état du matériel militaire conventionnel, y compris chars, véhicules blindés, pièces d'artillerie et missiles. C'est une des raisons pour lesquelles la Russie parvient encore à maintenir la pression sur le terrain, même après de lourdes pertes. Un pays doté de grandes usines, d'anciennes bases de stockage et d'une économie de guerre dirigée par l'État ne manque pas d'armes du jour au lendemain. La question la plus sérieuse est de savoir si le matériel qui revient au combat conserve la même valeur que celui déjà perdu. Les chiffres de production peuvent masquer des différences importantes. Un char neuf, un char modernisé et un vieux véhicule sorti de réserve peuvent apparaître sous une même étiquette générale. En pratique, leurs performances peuvent varier énormément. Une plateforme plus moderne peut disposer de meilleurs systèmes optiques, d'un blindage renforcé, de communications plus puissantes et d'une conduite de tir plus fiable. Un véhicule restauré peut encore se déplacer et tirer, mais il peut dépendre de pièces anciennes, de capteurs moins performants ou de réparations effectuées sous la pression de la guerre. Sur le papier, les deux comptent comme un seul char. Sur le terrain, ils n'offrent peut-être pas la même protection ni la même capacité de renseignement. La Russie peut réduire certaines pertes en réparant des véhicules endommagés et en remettant en service des plateformes datant de l'époque soviétique. Cela permet à Moscou de continuer à approvisionner ses unités blindées, surtout quand un grand nombre de véhicules est nécessaire dans l'urgence. Mais cette remise en état demande du temps, de la main-d'œuvre, des pièces détachées, une capacité de transport et des inspections. Un véhicule stocké n'est pas automatiquement un véhicule de combat. Il peut nécessiter un moteur neuf, des chenilles reconstruites, un câblage refait, des viseurs réparés, un blindage supplémentaire et des essais avant de pouvoir rejoindre le front. Chaque étape mobilise des ressources également nécessaires à d'autres armes. Le véritable défi se trouve à l'intérieur du véhicule, pas seulement à l'extérieur. Des trous dans l'acier se réparent plus facilement que des composants électroniques avancés. Les viseurs modernes, les caméras thermiques, les radios sécurisées, les systèmes de navigation, les unités de conduite de tir, les composants de précision et les équipements de guerre électronique sont bien plus difficiles à remplacer rapidement. Ces systèmes déterminent la capacité de l'équipage à voir, communiquer, viser et survivre. Quand ils manquent, sont endommagés ou remplacés par des alternatives plus anciennes, le véhicule peut toujours entrer au combat, mais sa valeur réelle sur le terrain diminue. C'est important dans une guerre d'usure, car la Russie pourrait remplacer une partie du volume visible tout en perdant une partie de la qualité invisible. Le simple décompte des chars ne montre pas si les équipages sont assez formés, si les mécaniciens disposent de suffisamment de pièces ou si une unité peut se coordonner avec l'infanterie et les drones sous pression. Ce décompte ne montre pas non plus combien de véhicules tombent en panne avant même d'atteindre leur destination, ni combien nécessitent des réparations répétées après une brève utilisation. Moscou peut maintenir sa production, mais maintenir la performance reste un défi bien différent. La bataille ne se mesure plus seulement au nombre de véhicules que la Russie peut renvoyer au front. Elle se mesure aussi à la fiabilité, à la modernité et à l'utilité que conservent ces véhicules après des cycles répétés de pertes et de réparations. Cet écart entre quantité et qualité renvoie à un problème plus profond. Beaucoup des limites actuelles de la production russe reflètent des faiblesses anciennes de son industrie de défense. Cette industrie subit une pression liée à des fragilités qui ne datent pas des récents combats en Ukraine. La guerre a simplement mis en lumière des limites accumulées depuis des années dans la production, les chaînes d'approvisionnement, la technologie, la modernisation et la main-d'œuvre qualifiée.
La Russie doit remplacer des pièces qui venaient autrefois de fournisseurs occidentaux, chercher des sources alternatives et s'appuyer davantage sur ses réserves les plus anciennes. Les usines peuvent continuer à fonctionner, mais la pression impose des choix difficiles entre vitesse, qualité et complexité. Il devient plus difficile de proposer rapidement un matériel de remplacement moderne, doté d'une électronique avancée, d'une optique fiable et de communication sécurisée. L'Ukraine cherche justement à rendre ce fardeau encore plus lourd. Les drones de reconnaissance, les drones d'attaque et l'artillerie utilisés au combat s'attaquent aussi au processus même qui permet aux blindés russes de rester en mouvement. Chaque char touché près du front crée un nouveau problème à l'arrière. Il peut nécessiter récupération, pièces détachées, carburant, transport, mécanicien et du temps avant de pouvoir revenir au combat. Cela signifie qu'une frappe sur le champ de bataille peut rapidement devenir un problème pour les usines, un problème de transport et un problème de main-d'œuvre. Le matériel endommagé peut devenir une seconde cible si les véhicules de récupération, les équipes de réparation, les camions de ravitaillement ou les points de collecte russes sont repérés par des drones ukrainiens. Réparer un véhicule endommagé devient alors dangereux. Un char qui aurait pu être sauvé peut se transformer en perte irréversible s'il ne peut pas être évacué en sécurité. Une mission de sauvetage peut exposer davantage de véhicules et de personnel à ce même réseau de surveillance. Les drones deviennent ainsi bien plus que des armes destinées à détruire des chars. Ils servent aussi à s'attaquer à la récupération, à la réparation et à la régénération du matériel. Cela peut même contraindre des commandants à choisir entre sauver un équipement et protéger les équipages envoyés pour le récupérer. On peut se demander comment on réagirait soi-même face à un tel choix. Sauver une machine ou risquer des vies pour la ramener? C'est une question sans réponse simple, et chacun y trouvera probablement un avis différent selon ce qu'il place au-dessus de tout. L'efficacité militaire ou la vie de ceux qui portent l'uniforme. Cette opération autour des 18 chars mène donc à une conclusion plus large. La guerre moderne ne se décide pas uniquement par qui détruit le plus de matériel. Elle se décide par qui parvient à maintenir sa capacité de combat après des pertes répétées et constantes sur le terrain. Si le rapport ukrainien sur ces 18 chars russes est exact, cette opération pointe vers bien plus qu'un simple succès local. Elle montre comment les forces blindées font désormais face aux dangers avant, pendant et après le combat. Une route peut être surveillée, une formation peut être corrigée, et un véhicule endommagé peut rester exposé au moment même où les équipes de secours arrivent. Sloviansk élargit encore cette perspective. La Russie peut encore envoyer chars, artillerie, drones, unités mécanisées et véhicules de soutien au combat, mais chacun d'entre eux a besoin de routes, de carburant, de munitions, d'équipes de réparation et de temps. Ces besoins créent des cibles. Les registres de pertes en sources ouvertes montrent comment des frappes isolées peuvent se transformer en un problème d'équipement durable. La Russie dispose encore de réserves et d'usines, mais remplacer un véhicule n'équivaut pas à restaurer sa capacité de combat réelle. Le schéma probable semble clair. La Russie pourrait continuer à s'appuyer sur sa supériorité numérique, tandis que l'Ukraine tente de compliquer chaque déplacement, chaque récupération, chaque réparation et chaque retour au front pour les véhicules russes. Une guerre ne se mesure jamais uniquement en armes détruites. Elle se mesure aussi en vies interrompues, en villes abîmées et en ce long chemin qui devient plus difficile à reconstruire après chaque bataille. Comprendre comment se déroulent les guerres modernes aide à saisir pourquoi il importe tant de chercher à les éviter. Car chaque arme nouvelle change non seulement le champ de bataille, mais aussi l'avenir de civils qui vivent parfois très loin du front, des familles qui attendent des nouvelles, des enfants qui grandissent avec le souvenir d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. On peut se demander en écoutant tout cela ce que l'on garderait de cette histoire une fois la dernière image effacée, la puissance des chiffres ou le poids humain qui se cache derrière chacun d'eux.